Alors, il n'est pas très apprécié auprès de certains dirigeants arabes. Pourquoi? Parce que cet homme-là prône l'éclatement des États arabes. Et donc déjà, rien que ça, les pays arabes n'apprécient pas ce genre de choses. Et voyez-vous, c'est ça qui est triste quand on voit l'opposition entre le monde musulman et le monde israélien, et le monde juif en particulier. On voit des reproches qui sont faits de la part de certains pays arabes. Et par exemple, le reproche qu'ils font à Bernard Lewis, citoyen américain, c'est donc de construire, d'élaborer des cartes qui cassent les États, et ils disent, je rapporte les propos tenus par ces pays arabes, ces dirigeants, qui disent, bah oui, c'est normal, c'est un Américain, mais en fait c'est un Juif, ce qui est vrai, mais un Juif au service d'une politique sioniste. Donc vous voyez, tout ça, ça se met en place pour créer des tensions. Et d'ailleurs, je rappelle, Samuel Huntington, qui est mort il y a quelques semaines de ça, avait lancé l'expression choc des civilisations, et expression qui était sortie en 1993 dans la revue Foreign Affairs. En fait, ce n'est pas Samuel Huntington qui a utilisé cette expression la première fois, c'est Bernard Lewis en 1964 dans son ouvrage The Middle East and the West, le Proche-Orient et l'Occident. Et donc, là aussi, tous ces éléments favorisent malheureusement à tendre les relations entre les musulmans et les Israéliens et puis les Juifs, quand par exemple vous avez des représentants américains qui vont au Proche-Orient mais qui sont d'origine juive, et bien là aussi les pays arabes vont dire oui, mais en tel vous êtes des alliés des États-Unis d'Israël et donc vous faites une politique en sous-main sioniste. Tous ces éléments contribuent à une tension et malheureusement les problèmes sont loin d'être réglés. J'avoue que autant je suis pour, c'est un idéal, mais un idéal qui est très dur à atteindre, pour des rapports harmonieux entre Israéliens et musulmans, c'est un vœu pieux, parce que pour le moment, on en est très 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 loin. Alors tout à l'heure, on a parlé finalement de l'utilisation du régionalisme comme instrument de destruction de la puissance nationale. De la même façon, il y a aussi un instrument très puissant qui vient aussi jouer le même rôle, qui sont finalement les groupes de pensée. On pourra appeler ça groupe de pensée en français, mais souvent c'est plutôt le terme anglo-saxon qui est utilisé, le terme de think tank. Et au premier chef, on pourrait citer la Fondation franco-américaine, la Fondation Bertelsmann, on en a parlé tout à l'heure, la Commission trilatérale, le CFR. Parlez-nous un petit peu aussi de ces instruments on va dire, qui agissent au-delà finalement du cadre national et qui sont pourtant très puissants dans cette logique mondialiste. Tous ces instituts que vous avez cités sont les outils de l'oligarchie apatride. La Fondation Bertelsmann joue un rôle, par exemple, pour la relance du projet de Constitution européenne. Suite au nom français-hollandais, la Fondation Bertelsmann a joué un rôle éminemment important, entre autres sous l'égide de deux députés du Parlement européen, l'anglais Andrew Duff, qui a d'ailleurs reçu le prix, qui est l'officier de l'Empire britannique. C'est tout un symbole. D'ailleurs, comme Kouchner, suite à son séjour quand il était consul, si je puis dire, au Kosovo, il faut remercier quand même les serviteurs. Et après Andrew Duff, il y a Johannes Hogenhuber, l'Autrichien, et toutes ces personnes ont travaillé au service de la Fondation Bertelsmann. Vous avez le CFR, je citais l'exemple de Samuel Huntington, qui avait publié cette expression dans la revue Foreign Affairs, mais le CFR, qui a joué aussi un rôle éminemment important dans la création de la Fondation franco-américaine en 1976. La version officielle, c'est création de la Fondation franco-américaine lors d'un dîner à l'ambassade de France à Washington entre le président Ford et le président de l'époque français Giscard d'Estaing. Évidemment, ce sont passés des présidents qui ont planché des semaines et les mois avant pour créer cette fondation. C'est des membres du CFR, en liaison évidemment avec des Français, dont un certain Jean-Louis Gergorin, qu'on a retrouvé ensuite dans l'affaire Clearstream. Parce que finalement, on retrouve les mêmes personnes. Les mêmes personnes, mais aussi quelquefois les enfants, les petits-enfants. Parce qu'il y a, vous savez, l'aristocratie, on l'a supprimée en août 1789, mais elle a été remplacée. Et à choisir quand même entre l'aristocratie du sang et l'aristocratie du fric, je préfère l'aristocratie du sang, parce que certes, il y avait à boire et à manger chez ces aristos, et certains étaient puants, mais certains aussi étaient prêts à se dévouer, à se sacrifier pour sauver le pays. Avec l'aristocratie d'aujourd'hui, pseudo-aristocratie financière, on en est loin. Donc en fond, ces gens-là se moquaient éperdument de l'autorité politique des États pour concocter
d'abord mettre sur pied des systèmes, des instituts, et puis élaborer des documents qui vont littéralement conduire une véritable politique. Et le peuple, malheureux peuple souverain à qui on fait croire qu'en votant, il aura un avis qui pourra peser sur l'avenir du pays, je ne sais plus qui a dit que c'était, je crois, Oscar Wilde, qui disait que l'opinion publique n'existe que là où il n'y a pas d'idée. Le pauvre peuple souverain, on le roule dans la farine et on lui fait croire, comme par exemple en 2007, 53% des Français ont voté pour Nicolas Sarkozy dans l'espoir qu'il puisse s'améliorer. Ils n'ont pas compris qu'ils votaient pour un homme qui était un membre du système et dont l'objectif premier est de permettre la réussite du nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, il suffit d'aller sur le site de l'Élysée, 16 janvier 2009, lorsque le corps diplomatique a présenté ses vœux à Nicolas Sarkozy, et ce dernier a dit qu'il fallait que le nouvel ordre mondial se mette en place, et je crois même, il dit à un moment donné que rien ne pourra résister à ce nouvel ordre mondial. Voilà, en fait, les Français ont voté pour un employé du nouvel ordre mondial, employé doté d'une intelligence vive, qui a une facilité verbale, et qui a, pour parler, bon, j'utilise un mot gentil parce que c'est filmé, mais qui a eu les Français qui se rendent compte que quand même il y a des choses qui clochent entre ce qu'ils disaient en 2007 et ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça qui est terrible, c'est que on roule les Français et les peuples, et j'ai toujours cet espoir qu'à un moment donné il y ait soit un instinct de survie, soit, j'allais dire, un minimum de dignité. Mais non, je me dis, ça ne vient pas. Et justement, à propos des think tanks, il existe également deux autres think tanks très puissants qui sont le Transatlantic Policy Network et Atlantic Brücke. Ah, le fameux TPN, oui, Atlantic Brücke. Le TPN a été créé au début, enfin, en 1992, déjà il y a eu des signes avant-coureurs, dès 1990, un accord entre les États-Unis et la Commission européenne. Et l'acte de naissance, 1992, TPN, Transatlantic Policy Network, littéralement réseau politique transatlantique. Et tout de suite, voyez-vous, et ça aussi pour les personnes qui écouteront ce film, lorsque vous intéressez à un institut, le réflexe automatique que vous devez avoir, qui finance? Tout de suite, l'argent ne tombe pas comme ça. Donc, qui finance le TPN? Au même titre, quand on s'intéresse à un grand dirigeant, d'où vient-il? Et là, on qui comprend fait-il? qui profite le cri. Voilà, un personnage, d'où vient-il? Qui fait-il? Quelle formation? Quelles sont ses fréquentations? Dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es. Enfin, c'est vu comme le monde. Vous savez, les bonnes vieilles méthodes classiques qui ont fait la civilisation. Eh bien, pour le TPN, qui le finance? Eh bien, vous voyez une myriade de multinationales. Je les ai toutes citées dans le bouquin. Mais vous avez Boeing, vous avez Michelin, Nestlé, vous avez Siemens, vous en avez une vingtaine. Autant vous dire, d'un point de vue financier, plein aux as. C'est une organisation bicéphale euro-américaine. Côté européen, le super patron, c'est un Irlandais. Peter Sutherland, ancien patron de l'OMC, enfin il était GATT et OMC, c'est le moment où le GATT a été appelé OMC, membre de la trilatérale aussi. Bon. Côté américain, il s'appelle Robert Strauss, qui a été entre autres ambassadeur des États-Unis à Moscou. Je crois même que c'est un ancien du FBI. Enfin bref, il a un CV aussi au kilo. Et lorsqu'on regarde pour le côté européen, je veux dire les sous-fifres, entre guillemets, ils sont tous allemands. C'est Erika Mann, une socialiste, députée européenne socialiste, mais qui est socialiste, ça ne veut rien dire. Et Elmar Brok, député allemand, CDU, c'est-à-dire l'équivalent de l'UMP, enfin UMPS. Bon. Et donc, ces gens-là sont la courroie de transmission. Et j'invite d'ailleurs aussi les personnes qui connaissent l'allemand à aller sur le site, le blog d'Erika Mann. Vous faites Erika Mann sur Google, vous trouvez, il est très riche d'informations. Et donc cet institut, le TPN, nourri par une source financière colossale, élabore différents documents qui accélèrent, consolident et doivent en théorie parachever la mise en place d'un bloc euro-atlantique en 2015. En quelques mots, créé en 1992, 1995, vous avez le NTA, qui est le nouvel agenda transatlantique, qui a été renforcé en 1998 par le TEP, qui est le cycle en anglais, mais qui est très facile à retenir en français, c'est le PEC, le partenariat économique transatlantique. Quand je dis ça à mes étudiants, ils retiennent tout de suite. Bon. 2003, vous avez une stratégie pour renforcer le partenariat transatlantique, et le dernier, c'est celui de 2007, qui est le CET, le Conseil économique transatlantique.